Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui toujours sur la route du bonheur entamée mardi soir avec cette qualification fantastique face au FC Barcelone. Ça fait très plaisir de voir le bonheur affiché par mes amis supporters parisiens sur les réseaux sociaux, mais surtout boire le seum de la racaille catalane, supporters comme joueurs, qui nous explique qu'à 10 contre 11, c'est absolument impossible de tenir un avantage de 2 buts comme eux mardi soir. Je pense qu'il faudrait leur montrer notre 8e face à Chelsea en 2015 où Zlatan prend un rouge très tôt dans le match, on fait une grosse partie en infériorité numérique, en plus des prolongations, et étant mené pareil sur une grosse partie du match. Bref, des déclarations que je trouve un peu hallucinantes. Le seul qui a gardé sa lucidité en après-match, c'était Ilkay Gundogan, et ça lui est retombé dessus, puisqu'aujourd'hui, Araújo a sorti son livre, le timing est vraiment parfait, et il a fait une déclaration un petit peu choc public. Donc les gars, triple élimination pour le Barça. D'abord, ils sont pas en demi. Ensuite, ils sont aussi éliminés de la Coupe du Monde des clubs, dont la première édition se tiendra en 2025, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, là, ils ont un levier économique qui disparaît. On retourne en licence comptabilité, les gars. Et le troisième, c'est le vestiaire qui semble un peu mal en point. Bref, je savoure, je me régale. Franchement, ces 2 derniers jours, j'ai rien branlé. J'étais comme un chômeur sur Twitter à lire tout le bonheur des Parisiens et puis le seum des Catalans. Ça fait vraiment très très plaisir. Bon, revenons quand même sur les nôtres, hein, parce que il y a une demi-finale face à Dortmund à préparer. Avant de penser à Wembley, bien évidemment. Attention à ne pas se voir trop beau. Tout n'a pas été parfait encore mardi soir. Il y a des axes de progression. Après, la question, c'est à ce moment de la saison, c'est-à-dire 12 jours du match aller des demi-finales, moins de 2 mois de la potentielle finale, est-ce que tu peux vraiment progresser sur tout ce que tu vois qui est un petit peu moyen dans ce PSG? Je pense qu'à titre individuel, oui, il y a des joueurs, notamment Nuno Mendes, et on va y revenir. Mais commençons quand même par Donnarumma, parce que on va rester longuement quand même sur notre gardien. Il m'a vraiment pas rassuré mardi soir. Alors au pied, il fait pas de dinguerie, mais il envoie des parpaings comme il faisait l'année dernière. C'est dommage parce que cette saison, sa progression, elle se situait ici. Il arrivait à trouver, même en difficulté, preneur à la relance. Et là, bon, c'est vrai que mardi soir, on a senti que sa relance sur le 2e but mercredi dernier est resté dans sa tête, et au final quelques ballons qui sont pas arrivés à destination. Son arrêt sur Lewandowski en 2e mi-temps, j'ai été un peu dur avec lui dans le débrief. C'est vrai qu'il est beau, il se couche vite, mais le problème c'est qu'il la relance dans l'axe, et s'il n'y a pas le sauvetage de Marquinhos, bien sûr que la lecture de cette action, c'est le fait qu'il la relance dans l'axe, et que ce soit un problème, bien évidemment. Bon, sur le but de Rafinha, il est pas dans la cage, donc ça, c'est pareil. Et aussi, la sortie sur Lewandowski, où il est hors-jeu, heureusement, parce que sinon, c'est penalty. Par exemple, hier, quand je vois City Real avec Lounine, 25 ans, qui évidemment fait la saison avec Courtois, qui a rechuté lors de la dernière trêve internationale, mais surtout, quand je vois ses sorties aériennes et les ballons qu'il envoie à son latéral droit, qui sont bien plus tendus que Donnarumma, qui nous envoie des espèces de cloches toutes mollassonnes. Mais même nos défenseurs en ont l'habitude, hein. Marquinhos contre Newcastle, ce genre de ballons, voilà, qui n'ont aucune vitamine. Donc ça, il faut absolument travailler là-dessus. D'abord pour la demi-finale contre Dortmund, hein, parce qu'on va affronter une équipe qu'on connaît et qui centre, marque aussi beaucoup. Füllkrug, bien sûr, dans l'axe en tant qu'attaquant, bah là, il va falloir que Donnarumma s'impose, hein. Pas d'autre choix que de montrer son envergure. Ça va aussi poser des questions sur la défense centrale, parce qu'on a un numéro 9 très physique, élancé, bien sûr, qui va reprendre de la tête. Est-ce que Lucas ou Marquinhos auront les capacités pour reprendre les centres? Bon, c'est toute la question, mais dans tous les cas, Donnarumma doit retrouver sa sérénité dans ces 6 mètres. Et j'aimerais élargir à la saison prochaine. Pourquoi? 3 faits. Rien que des faits. L'été dernier, on a eu des rumeurs, comme quoi le PSG, s'il pouvait changer de gardien, il le ferait. On a fait venir Arnau Tenas. Alors, en septembre, je me disais, bon, il a le même agent que Luis Enrique,
Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je sais pas trop. Je pense pas que ce soit pour prendre la place de Donnarumma. Je dis pas ça, hein. D'ailleurs, j'ai vu un consultant RMC dans l'entre-deux matchs nous dire que Tenas devait jouer à la place de Donnarumma au match retour. Bon, moi je veux bien ouvrir le dossier Donnarumma, mais à un moment donné, les gars, faut quand même se détendre, puisque Tenas, même sur le match qu'il fait contre Clermont, sur le but qu'il prend, bon, on se demande pourquoi il y va pas trop. Ceci étant, Navas lui a été préféré quand le costaricien était prêt. Ça, c'est un peu une surprise de Luis Enrique, la gestion des numéros 2 à ce poste cette saison, parce que je pensais vraiment, après le match contre Le Havre, et il y en a un autre qui l'enchaîne juste derrière avec la suspension de Donnarumma, je crois que c'est Nantes, pour Arnaud Tenas, parce qu'à ce moment-là, Navas avait les lombaires. Et quand Navas était prêt en janvier-février, c'est lui qui a joué. Après, il y a eu Montpellier où il n'était pas convoqué et tout ça. C'est Tenas qui joue contre Clermont. Et enfin, cette saison, on a eu aussi, il y a quelque temps, une rumeur comme quoi le PSG s'intéresserait à Mike Maignan. Alors, remplacer Donnarumma par Mike Maignan, on pourra se poser pour en discuter. Je pense qu'il y a des nuances quand même à apporter dans cette question. Mais je pense que du côté de Luis Enrique, comme de la direction sportive, je pense que Rafaela Pimenta n'est plus trop en odeur de sainteté. Aujourd'hui, les agents qui dominent, c'est Moussa Sissoko et c'est George Mendes, bien évidemment. Donc voilà, si les deux autres peuvent placer un gardien qu'ils ont dans leur écurie, ils le feront. Luis Campos ne s'en privera pas, tout comme Luis Enrique. Donc attention, ça c'est à garder à l'œil. Franchement, pour cet été, je pense que ça va être un dossier mercato qui risque de s'ouvrir assez rapidement. Nuno, c'est 2 matchs assez compliqués défensivement, avec un mélange d'un peu tout. Positionnement pas très bon, orientation du corps. Là, je fais plus référence au but de Rafinha à l'aller et au retour même. Et même un peu de vitesse. Par moment, je l'ai trouvé sur les premiers appuis moins tonique qu'avant. Alors, mardi soir, c'est vrai que c'est Yamal qui fait les frais du carton rouge d'Araouro. Ça, on peut se poser la question, même si ça me paraît difficile a posteriori de faire une analyse assez juste sur ce choix de Xavi de sortir le petit de 16 ans. Bien évidemment que c'est le plus facile à faire sortir. Lewandowski, dans les circuits, il est important, il a de l'expérience. Rafinha, il est en pleine bourre. Bon, peut-être que perso, j'aurais sorti Pedri, qui, dès la demi-heure de jeu, même avant le match, il avait dit qu'il n'était pas prêt à terminer le match, et dès la demi-heure de jeu, il commençait à vraiment tirer la langue, sachant que à 10 contre 11, tu peux te dire que le PSG de Luis Enrique va avoir le ballon, va te faire tourner dans tous les sens. Bon, j'aurais peut-être laissé Yamal pour sortir Pedri. Bon, après voilà, là vraiment, on est tatillon, comme je l'ai dit. Il y a d'autres faits où on peut tabasser Xavi beaucoup plus. D'ailleurs, si on reste sur cette question de Xavi, ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, on l'ait dans nos petits papiers. Alors, je dis ça, moi j'aimerais que Luis Enrique reste 3, 4, 5 ans s'il faut, pour mener à bien son projet, et j'espère que dès cet été, on recrutera en fonction de sa philosophie. Mais il y a bien un moment où il partira, et le PSG, on sait très bien que là, Luis Enrique est un peu une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que sur l'RQSI, c'est le 2e entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions avant de venir chez nous. Et avant, on aimait bien les entraîneurs plutôt jeunes, sans expérience, avec des principes tactiques très développés, très modernes. Unai Emery, Thomas Tuchel, et finalement, Xavi rentre dans ces cases. L'été dernier, par exemple, Nagelsmann, rappelez-vous, le duo avec Thierry Henry. Moi, Nagelsmann, typiquement, c'est un entraîneur que le Qatar apprécie forcément. Et Xavi, rappelez-vous, avant de prendre le Barça, il était au Qatar, il entraînait là-bas. Il l'adore, les Qataris. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je pense même qu'on aura Xavi. Alors après, je pense que le match de mardi nous montre qu'il faut quand même prendre son temps pour nous, comme pour lui. Peut-être qu'il aurait dû prendre une étape intermédiaire entre le Qatar et le Barça, parce que le mec a complètement pété les plombs. C'est incroyable, à ce moment-là du match, déjà sur un truc complètement anodin, à savoir une faute de Frenkie sur Warren, alors que virtuellement on est à 2-1 pour le PSG, si je dis pas de bêtises. Donc on est en prolongation, mais en tout cas le Barça n'est pas éliminé. Et juste après le poteau de Gundogan, les gars, on va pas se mentir, enfin c'est l'action qui m'a fait le plus peur
de tout le match depuis le but de Rafinha, là, ce poteau de Gundogan à ce moment-là. Je dis, oh punaise. Mais voilà, il pète complètement les plombs, donc bien sûr qu'il est pas fait pour les rouages du plus haut niveau. Après, pour rester sur l'entraîneur, il y en a un qui paraît assez évident et qui, lui, prend tout son temps. Et c'est très bien. C'est évidemment ce bon vieux Thiago Motta. Revenons sur Nuno Mendes. Offensivement, bien sûr, il apporte du punch, mais même là-dessus, mardi, je me suis posé la question plusieurs fois quand je voyais Ruiz se projeter dans la surface, toucher le ballon proche du but. Je me disais, mais pourquoi c'est Nuno qui reste derrière et Ruiz qui attaque, et pas l'inverse? Et de l'autre côté, par rapport à Hakimi, Nuno était clairement positionné d'une manière plus défensive. Moi, j'ai une piste. Je pense que le staff le gère déjà physiquement. Rappelez-vous la trêve internationale, avec même le staff du Portugal. Peut-être que là, il est quand même dans un moment de creux. On rappelle qu'il a repris assez rapidement. Hein. Il a joué 20 minutes contre Rennes. Ensuite, Monaco, je sais même pas s'il joue. Et puis, il est titulaire à Anoeta pour le 8e retour face à la Real Sociedad. Il y a eu des moments où il était même pas convoqué dans le groupe pour les matchs. Donc voilà, là, il va falloir tenir. Parce qu'on part sur les demi-finales. Une potentielle finale qui serait le 1er juin, 15 jours avant le début de l'Euro, même si le Portugal sera la dernière équipe à entrer en lice dans l'Euro le 18 juin. Donc ça laissera quand même quasiment 3 semaines si on va en finale, bien évidemment. Si on va pas en finale, eh bien la saison s'arrêtera le 25 mai face à Lyon avec celle de Coupe de France. Et d'ailleurs, ça me permet de faire juste un petit point sur le calendrier, parce que dans l'équipe aujourd'hui, on nous apprend que la Ligue aimerait déplacer le ou les matchs qui sont situés aux abords de la demi-finale. Alors, Le Havre, qu'on joue le 27 avril, le samedi soir. En fait, ils voulaient le reporter que si Dortmund était placé le mardi. Sauf que c'est placé le mercredi, donc normalement, ça devrait pas être déplacé. Tant mieux. Et le président du Havre, j'ai hâte de voir quelles excuses il va nous sortir quand on va réussir à les gagner avec notre équipe bis. Hein. Ou alors, j'ai hâte de le voir profiter de notre équipe bis si, à ce moment-là, ils prennent le point du nul. Et ensuite, il y a Nice, le 3 mai entre les deux matchs. Alors, c'est vrai qu'il y a 6 jours entre les deux demi-finales. Bon, le reporter, alors, dans les règlements, c'est pas formellement interdit, mais il est recommandé fortement de pas placer de matchs décalés entre l'avant-dernière et la dernière journée. Le problème, c'est que Nice, qui est donc le 3 mai, si tu le décales, bah en fait, le premier créneau qui tombe, c'est entre Toulouse et Metz, qui sont l'avant-dernière et la dernière journée. Parce que ces deux journées-là, elles sont jouées en multiplex le samedi soir. D'ailleurs, si ce soir, il y a Lille ou Marseille qui se qualifient en demi-finale de leur coupe respective, le match contre Toulouse ne se jouera plus le samedi 11 mai, mais le dimanche 12. Parce que tous les matchs doivent se jouer au même moment, et s'il y a quelqu'un qui joue le jeudi, faut mettre le dimanche. Voilà, bon bref, c'est un peu compliqué. Moi, dans tous les cas, je trouve qu'on en fait un peu trop avec ces histoires de calendrier, finalement, parce que le PSG a un effectif très étoffé par rapport aux autres années. Quand je vois Kolo Muani à peine rentré sur le match retour, Gonzalo à peine rentré sur le match aller face au Barça, Ugarte pareil, qui rentre même pas à l'aller, je me dis, ben ces mecs-là, ils ont pas de rythme, en fait. Les matchs d'entre-deux, c'est fait pour faire jouer les remplaçants, c'est tout. Voilà, les petits jeunes, Mayoulou, Zag, enfin, je pense que les deux ont quand même validé leur billet pour une deuxième chance lors du match face à Clermont. Ils ont été plutôt bons avec de la personnalité. Donc franchement, moi je vois pas de... Enfin, je trouve qu'on en fait un peu trop. Alors peut-être que je suis un peu décalé, mais pour garder le rythme, tu peux faire rentrer Dembélé 20-30 minutes. À un moment donné, les gars, voilà, alors les clubs anglais, c'est pas le bon exemple, puisqu'il y en a aucun en demi-finale de Ligue des Champions cette année. Mais voilà, ils jouent, ils font les chocs. Enfin, en Espagne, le Real, ils ont joué 120 minutes hier soir, et puis ils vont jouer le Classico ce week-end. Voilà, il n'y a pas de décalage, machin. Bon, ces histoires, je trouve... Puis c'est surtout que le PSG a toujours eu un peu un déficit d'intensité en Ligue des Champions, surtout face à Dortmund, match aller à l'extérieur. Moi, je verrais d'un mauvais œil si on déplace... déplacer les deux matchs, ça aurait été absolument fou. Après, Nice, je peux comprendre. Mais Le Havre, non, Le Havre, ça se déplace pas. Encore moins quand c'est le mercredi. Mais normalement, ça devrait pas. Voilà, je donnais mon avis, c'était limite du coup de gueule. Mais enfin, je trouve qu'on même les supporters en font un peu trop à nous dire éviter les blessures. Mais tu fais jouer l'équipe bis. Les mecs, Asensio, Lee, quand tu les vois rentrer mardi, bon, tu te dis, ils ont eu peu d'occasions de se montrer ces derniers temps. Plutôt Asensio que Lee, parce que Luis Enrique adore le coréen. Mais voilà, il y a plein de mecs qui demandent qu'à jouer. Skriniar, Danilo, alors c'est sûr que c'est pas des mecs qui sont tripants, mais ils sont là, ils ont un salaire, et puis
y a un calendrier aussi à respecter, hein, c'est tout, c'est le foot. Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, sur la fin du match, c'est vrai qu'il fait 2-3 erreurs, mais sinon, j'aimerais louer un grand match de défenseur de sa part. Il suit Lewandowski, et autre chose à mettre au crédit de Luis Enrique, c'est que par rapport à mercredi, finalement, il a remédié au souci Lewandowski en faisant un choix d'homme et pas de structure. Parce que Lucas suit Lewandowski autant que Beraldo le suivait. On aurait pu se dire, ouais, en matière d'alignement et tout ça, faudrait laisser Lewandowski décrocher, ne pas le suivre et tout ça. Au final, bah, il a mis Lucas et il lui a dit, fais comme Beraldo. Alors après, il y a Hakimi aussi qui est sur le terrain, qui apporte plus de sécurité, Marquinhos qui est un peu plus axial, Vitinha aussi qui était un peu mieux placé mardi soir. Donc vraiment, il a très bien suivi son ancien coéquipier parce qu'il se connaissait à l'entraînement tous les jours au Bayern. Donc voilà, un gros match de Lucas Hernandez. Pareil, Marquinhos, énorme. Et je suis content pour lui parce que déjà, c'est le record. Il le pète. Il l'a pété dernièrement. Et puis surtout, on sait très bien que dans le foot, le supporter, l'observateur, va retenir le passé le plus récent. Et comme il était peu glorieux pour Marquinhos, c'est bien, parce que ce match, ça nous fait une piqûre de rappel, parce que ça nous a fait penser à bien d'autres matchs qui, certes, commencent à dater, mais dans lesquels, voilà, il a fait des sauvetages tout aussi miraculeux. Hakimi, j'ai beaucoup aimé son match. Déjà parce qu'il ne démarre pas très bien. Alors, le jeu penche à gauche, il est absent, en retard, sur le but de Rafinha, où il y a aussi une grosse part de chance pour reprendre ce centre de Yamal. Mais il n'en démord pas. Il est plein de résilience. Et au final, il fait une super deuxième mi-temps. C'était pas dit quand même pour Achraf, parce que moi, j'ai le souvenir de quelques cartons rouges de nervosité. D'un joueur qui me vient pas en tête instinctivement quand on me dit qui sera capitaine quand Marquinhos sera plus là. Rappelez-vous, déjà quand il a vu le brassard pendant 10 minutes, il s'en était débarrassé rapidement cette saison. Mais surtout l'année dernière contre Ajaccio, alors le rouge était peut-être pas mérité, mais il dit c'est ça la France comme Zlatan face à Bordeaux en 2015. Non, 2015 ou 2014 ? Oh, je me souviens plus. Peut-être 2015. Mais il y a aussi Lorient aussi juste avant le match à Ajaccio l'année dernière où il prend un rouge très rapidement dans le match aussi, un classico aussi contre Marseille. Donc voilà, des moments de nervosité chez Achraf qui m'avaient pas plu. Et là voilà, mercredi il a été quand même très serein. Et puis sa deuxième mi-temps est incroyable. Passe décisive pour Vitinha sur le corner là. Le contre à 88e, punaise. Je sais pas si on se rend compte, sur l'action, Mbappé et Kolo Muani peinent à suivre Hakimi qui, lui, a le ballon à pousser et qui va plus vite qu'eux. Mais sa VMA, ça doit être incroyable. En plus, la passe en fin d'action est très bonne pour Mbappé. Au tout début de la seconde aussi, je note sa frappe de loin avec Ter Stegen. Je pense que c'est pas une frappe qui a mis en confiance le gardien barcelonais, où il la repousse, mais ça finit sur la barre. Là, c'est pas très académique. Donc vraiment, très bon Achraf Hakimi. Mardi soir, ça fait très plaisir. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on se demandait s'il était vraiment revenu de la CAN. Vitinha, bon, transformation absolument incroyable. On en a parlé dans la vidéo de Luis Enrique parce que l'entraîneur espagnol a son rôle là-dedans. Je note que sur le match face au Barça mardi, comme d'habitude, c'est vrai que les tout débuts de match, il a besoin d'un temps d'adaptation. Il lui faut bien 10-15 minutes avant de se montrer et puis ensuite... bien aidé par le jeu de haut but d'Mbappé, les projections de Fabian Ruiz, les sorties de balles qui ont été bien meilleures, avec beaucoup plus de mouvement, un ballon qui circulait beaucoup plus rapidement. Finalement, en fait, ça a été le régulateur. Parce que le PSG a réussi d'un côté à faire basculer de gauche à droite beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de rythme que d'habitude. De l'autre, quand Vitinha avait le ballon, eh bien c'était lui qui allait fixer, qui allait le garder un petit peu, faire ce rôle de régulateur, comme bien sûr sur le premier but, on l'a tous en tête. Warren fait un gros match sans ballon. Le contre-pressing, franchement, c'était le premier à y aller la plupart du temps. Avec ballon, il est un peu moins en vue. Et moi, je me suis posé une question en lien avec Ruiz. Quand je vois le rôle de Ruiz en relayeur gauche, qui se projette dans la surface, qui fait beaucoup de courses à vide, bon déjà ça me rappelle Blaise Matuidi de la grande époque, et je me dis mais l'année prochaine, qui va pouvoir avoir ce rôle? Parce que j'entends beaucoup Xavi Simons, il faut qu'il soit relayeur gauche dans ce 4-3-3, ok, mais avec un vrai ailier comme Barcola et donc un milieu relayeur qui doit avoir le rôle de Ruiz mardi, je vois pas Xavi Simons déjà accepter ce rôle, déjà, parce que c'est un rôle un peu ingrat, et ensuite l'endosser.
Parce que au-delà du nombre de ballons, alors vous me direz, oui, mais Ruiz, dans la surface, il fait rien du ballon, il perd à chaque fois le temps d'avance qu'il a quand il le contrôle. Xavi Simons, lui, il ferait les différences. Dans le dernier tiers, il a des gestes instinctifs. Tout à fait, tout à fait. Mais Fabien Ruiz, de l'autre côté, il a un volume de jeu absolument dingue mardi soir. Voilà. Il redescend, il couvre. Au duel aussi, il est bon, il remporte la majorité. Donc c'est vrai que ça m'a conforté ce match, dans l'idée que sur ces schémas-là, finalement, là où j'envisage le plus Xavi Simons, c'est en numéro 9. C'est enfin faux numéro 9. Et pour ce rôle de relayeur gauche, justement, Warren Zaïre-Emery, en fait. Warren, parce que je pense qu'à la relance plus bas, Vitinha, même un Ruiz, ont plus à apporter que lui. Par contre, voilà, dans les courses, il est capable de les enchaîner pour récupérer contre-pressing. Forcément, si tu le mets dans le rôle de Ruiz, à savoir le milieu qui se projette, bah pour lancer le contre-pressing, c'est toujours mieux puisqu'il se trouvera beaucoup plus haut sur le terrain au début des actions quand on perd ou quand il y a un 6 mètres pour l'adversaire. Donc c'est vrai que le rôle de Ruiz, en fait, je me suis dit pour l'année prochaine, parce que Fabian, il est gentil, mais enfin normalement au 1er septembre, il est plus titulaire, quoi, parce qu'on a recruté un gros milieu. Et Warren, voilà, relayeur gauche comme ça, c'est vrai que je demande à voir. Je demande à voir Warren dans le rôle de Ruiz. Ugarte a fait une entrée plutôt normale, il complète bien ses défenseurs. Donc Ruiz, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est vrai que son volume de jeu m'a beaucoup choqué. Il a vraiment fatigué le Barça d'une manière assez dingue. Il a forcé Pedri, par exemple, au repli. Il est allé chercher même les défenseurs. Après, il y a quelques pertes de balles sur des passes pas très bien senties. Barcola, pareil, on l'a développé dans une dernière vidéo, donc je m'arrêterai pas très longtemps, mais match incroyable, tant offensivement que défensivement. Alors, on peut pas s'empêcher de penser à l'Euro. Alors, il n'y avait pas Deschamps, mais son adjoint Guy Stéphane dans les tribunes mardi soir. Moi, j'ai un peu peur pour l'Euro dans le sens où il n'a pas été convoqué en mars. À ce moment-là, c'était tout à fait logique parce qu'il était dans une spirale très négative. Et le problème, c'est que Deschamps, pour la liste d'un tournoi, il aime pas avoir de nouveaux arrivants. Pour être sélectionné à l'Euro, en général, vaut mieux être sélectionné à l'avant-dernier, au dernier rassemblement de mars. Et Barcola l'a pas été. Parce que justement, Deschamps n'aime pas avoir de nouveau. Là-dessus, j'ai quelques doutes. Après, c'est vrai que mardi, il fait un match complètement dingue. Il y a Coman aussi qui est blessé. Il y a des moments, des dribbles, même des séries de dribbles. Pardon, c'est pas des dribbles, mais des séries qui sont assez dingues, très surprenantes chez Barcola et qui élèvent le plafond de verre. Vraiment. Donc, en plus, c'est maximisé par deux choses. Déjà, le fait que Jules Koundé fasse pas un mauvais match. Alors, on retient la passe décisive, machin, sur Mbappé et le 4e, mais je trouve que Koundé a plutôt bien défendu sur la globalité du match. Et surtout, au match aller, les différences, il les fait à droite. Au retour, il les fait à gauche, Barcola. Ça, c'est un débat qu'on a eu cette saison. Sur quel côté le mettre? Et en réalité, c'est aussi un enseignement. Il est bon des deux. C'est incroyable. Mais vraiment. Sa seconde mi-temps au parc, c'est à droite. Et là, c'est exclusivement à gauche, sur un côté où Mbappé faisait que de s'empaler sur Araújo et Jules Koundé. Bon, Ousmane Dembélé de l'autre côté à droite, bien sûr, absolument exceptionnel. Toujours avec le sourire qui traduit son insouciance. Je pense que c'est réel, c'est quelqu'un qui est très insouciant et qui, du coup, absorbe complètement toute la pression. Ce qui fait qu'il marque un but après avoir quasiment tout loupé en première mi-temps. Voilà. Et puis en seconde, il est bien meilleur. Il réussit à faire des différences. Il va retrouver encore son ancien club Dortmund. Je pense qu'il y aura... Alors, il n'était pas de la partie quand on s'est déplacé chez eux parce qu'il avait pris son carton jaune idiot, là, quand il avait tiré en tribune de frustration face à Newcastle. Mais ça risque d'y avoir de l'animosité, comme là avec les Barcelonais. Parce que Dortmund, ils l'ont eu qu'une seule saison, mais il était parti pas en très bons termes. La direction avait fait fuiter pas mal de choses sur lui parce qu'il voulait absolument pas s'en séparer et lui voulait absolument partir à ce moment-là. Les supporters, je pense qu'il y aura des sifflets pour lui encore une fois sur cette demi-finale face à Dortmund. Et donc, c'est vrai qu'au-delà de son talent et tout ça, le fait que du coup ce soit un joueur clutch, c'est incroyable de dire ça de Dembélé, mais c'est la vérité sur cette double confrontation. C'est quelqu'un qui mentalement du coup va tirer l'équipe vers le haut parce qu'on a eu plein de papiers comme quoi il a beaucoup parlé à ses coéquipiers. Ça c'est quelque chose que je lui soupçonnais pas. Franchement, bon, je pense que Dembélé est apprécié parce que tu vois c'est un peu le foufou du vestiaire. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est quelqu'un qui est drôle. Tu vois c'est un peu comme Donnarumma. C'est les mecs qui sont marrants. Quand tu vois leur faciès, t'as envie de rire. Rien qu'en interview, les mecs sont super drôles, ils te mettent de bonne humeur alors que tu les connais pas. Voilà,
Voilà, c'est un peu un peu, si on veut, un peu des imbéciles heureux, tu vois ce que je veux dire. Mais le fait que toute cette caractéristique de sa personnalité visiblement dégorge sur ses partenaires et fasse de lui un espèce de leader malgré lui dans le vestiaire, oh bah ça c'est exceptionnel, ça c'est exceptionnel. Bref, et puis enfin il y a Mbappé, bon ça on en a aussi parlé pareil dans la vidéo sur Luis Enrique. Il a aussi profité de la sortie d'Arauro parce que sur ses premiers ballons de haut but, en revisionnant le match, c'est vrai qu'il était bien pris par Arauro qui le suivait bien. Et après, il a été beaucoup plus libre. Donc aussi quelqu'un qui a profité de l'absence d'Arauro. Finalement, en fait, le seul truc que je trouve à redire sur son match, parce qu'il y a plein de gens qui disent match moyen, qui s'amusent à dire ça vaut pas plus de 5 sur 10. Pour moi, la question n'est pas là. Moi, j'ai pas vu grand monde dire que, en fait, il s'est retrouvé en position de marquer bien plus tôt que sur son penalty, et il a pas marqué en fait. Sur le centre de Barcola, 27-28e, si je dis pas de conneries, il la tire sur Ter Stegen. Il y a une reprise qu'il loupe, qui derrière, du coup, reprise par Dembélé. Il y a la tête aussi. Alors après, c'est vrai que c'est aussi des gestes qui sont pas très instinctifs pour un joueur comme Mbappé, qui est habitué à marquer autrement. Mais voilà, c'est le seul truc que je trouverais à dire. Après, pour le reste, il a été très sobre et du coup efficace. Contre Dortmund, par contre, là, je l'attends. Alors, il a 8 buts sur la campagne. Là, il va lui rester 2 matchs. Normalement, il passe la barre des 10 buts. Parce que Mats Hummels, c'est tout ça. On l'a vu notamment en poule. Bon, normalement, il va avoir de l'espace, Mbappé, en contre. Et je l'espère aussi. Donc, on va bien voir. Et d'ici là, on joue Lyon dimanche soir. On se retrouve à dimanche, les gars, parce que là... j'aurai pas trop le temps de faire un avant-match, mais on se retrouve dimanche pour faire le débrief de Lyon. Mercredi prochain, on se déplace donc à Lorient. Le Havre, Dortmund, Nice, si c'est pas décalé, et normalement ça le sera. Dortmund, Toulouse, Metz, fin de la Ligue 1. Normalement, on est champion. Je crois qu'on peut être champion dès le match contre le Havre, donc dans 3 matchs, mais ça dépend aussi de Brest. Et puis ensuite, 25 mai, finale de Coupe de France. 1er juin, on espère, ticket Eurostar pour Wembley. Voilà, avec la qualification hier du Real Madrid. Bon, j'étais quand même un peu déçu de voir le Real se qualifier. J'aurais préféré, dans la perspective d'une finale, bon déjà le Real va falloir qu'il passe le Bayern. Mais dans la perspective d'une finale, si on a à se projeter... c'est vrai quand même que je préfère affronter City, tu vois. Quand je vois la finale de l'année dernière face à l'Inter qui a au moins 4 ou 5 occasions franches qu'ils ne mettent pas, City qui finalement s'impose que 1-0, bon, je me dis, c'est quand même une équipe qui est beaucoup plus prenable que le Real, qui a pas perdu de finale depuis quand? Depuis les années 80, si je dis pas de bêtises, qui sont sur leur 12e demi-finale sur les 14 dernières éditions. Bon, on nage en plein délire avec cette équipe, et hier, l'assise défensive de Barzingue, le pire, c'est que sur le papier, des mecs comme Nacho, Ferland Mendy, Carvajal qui se fait vieux, c'est pas le gratin européen, tu vois, au début du match, c'est ce que je me disais, et puis en fait, mais même Ferland Mendy fait un match de dingue, tu vois. Nacho, Carvajal, Rudiger, vraiment, c'est... Puis Lunin aussi qui fait un gros match. Hein. Lunin qui fait un gros match. Vraiment, une assise défensive absolument dingue sur 120 minutes à montrer. Moi, je suis désolé, je fais pas partie de ceux qui disent oui, c'est pas mérité, machin chouette. À un moment donné, quand City touche 50-70 ballons dans la surface du Real et ne réussit pas à marquer, bon, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Et c'est vrai que même si on a un entraîneur un peu guardiolesque au PSG, je suis plus Carlo Ancelotti que Pep Guardiola en matière de philosophie footballistique. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bonne soirée à tous, ciao les amis, et surtout, continuez à savourer cette superbe qualification. Ciao.